Alors bonsoir, juste un petit mot d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue, dire que nous sommes évidemment au Centre Pompidou à nouveau heureux d'accueillir les enjeux de la littérature organisés par la Maison des écrivains et de la littérature, la MEL. Et on l'est d'abord parce que voilà, c'est un partenariat entre nous amical, fidèle, et donc on est évidemment intéressé par ça. Mais je crois que évidemment le thème de l'édition, de cette 12e édition cette année, donne encore plus de raison d'être et de résonance, puisqu'il s'agit effectivement de placer la littérature au cœur des arts, de se poser des questions d'influence entre l'art et la littérature. Et il s'avère que, évidemment, le Centre Pompidou est attaché à cette idée-là, et peut-être même encore plus ces toutes dernières années. J'en prendrai juste un exemple, c'est que nous avons créé, il y a maintenant 2 ans, un prix littéraire du Centre Pompidou, qui n'existait pas depuis les 40 ans de la création, et qui est le prix Bernard Heidsieck Centre Pompidou, et qui sera remis en septembre prochain pour la 3e édition, à l'occasion du Festival Extra, qui est un festival consacré aux littératures hors du livre, un festival qui se veut à l'intersection justement de l'art contemporain et de la littérature. Donc c'est un point important, et pour dire à quel point il nous importe que la littérature soit au programme des activités du Centre Pompidou, elle l'est déjà souvent au programme de la BPI, mais pour dire à quel point ça nous importe, eh bien, une des informations supplémentaires, c'est outre le festival qui aura lieu, donc du Festival Extra qui aura lieu du 11 au 15 octobre, nous aurons aussi, et je pense que certaines d'entre vous ne le savent pas, une grande exposition sur Francis Bacon à l'automne, qui ouvrira en principe le 12 septembre, et qui sera consacrée à Francis Bacon et la littérature. Donc ça veut dire qu'à l'automne prochain, on aura un focus important, en quelque sorte, de la littérature à l'intérieur du centre. Et je dirais que dans ce cadre-là, les enjeux de la littérature viennent avec un autre temps de saison, puisque c'est régulièrement en janvier que les enjeux s'organisent. Mais pour nous, ça nous fait comme une sorte de ponctuation qu'on est évidemment heureux de recevoir une nouvelle fois. Donc je remercie Sylvie Goudbaron et les équipes de la MEL de bien vouloir aussi nous faire la générosité de venir ouvrir cette édition chez nous. Je remercie Dominique Viard, Nicole Calgaï, Florence Delay qui vont prendre la parole successivement. Et je laisse la parole à Jean-Yves Masson, président de la Maison des écrivains et de la littérature. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Je ne serai pas long. Je voudrais, moi aussi, me faire le porte-parole du conseil d'administration de la MEL et de son personnel pour remercier les institutions qui nous accueillent, qui accueillent ces enjeux. Bien sûr, le Centre Georges Pompidou, mais aussi, dans les jours suivants, l'Université de Nanterre, qui n'est plus Paris 10 ni Paris Ouest, mais qui est redevenue l'Université Paris-Nanterre. Et puis, bien sûr, le Théâtre du Vieux-Colombier, la Comédie Française, qui nous hébergera 2 jours à la fin de cette semaine. J'ai eu le grand honneur aussi de redevenir, puisque je l'avais déjà été président de la Maison des écrivains en octobre dernier, succédant à Claude Evenot. Je peux témoigner parce que j'ai été membre du conseil d'administration pendant de longues années. J'ai vu naître les enjeux. J'ai assisté à toutes les sessions depuis la première. Et pour nous, c'est un moment extrêmement important. C'est une ponctuation cruciale, essentielle dans l'année. Il y a une grande originalité dans cette rencontre. C'est de matérialiser le fait que la Maison des écrivains et de la littérature est un carrefour entre l'éducation, entre le monde littéraire, entre les institutions et les institutions culturelles. Nos missions sont éducatives, mais elles ne peuvent pas consister uniquement à envoyer des écrivains à la rencontre des populations les plus diverses, à commencer par évidemment les élèves et les étudiants des universités d'éducation nationale. Tout ça n'est possible que parce qu'il y a derrière la possibilité pour les écrivains de réfléchir, de dire qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont, comment ils perçoivent
les enjeux de leur travail et de le faire en dialogue avec l'université, avec les gens qui travaillent sur la littérature contemporaine. C'est important qu'il y ait cette rencontre, cet espace de dialogue. L'université ne peut pas être seulement tournée vers la littérature classique. Elle doit aussi être à l'écoute des écrivains qui lui apportent beaucoup. Voilà comment est née l'idée des enjeux. Et je voudrais remercier bien sûr aussi toute l'équipe de la MEL et vous dire en particulier, même si elle n'aime pas ça, à quel point pour nous c'est important de compter sur l'équipe de la MEL. Il y a derrière des permanents qui travaillent, en particulier pour ces enjeux. Lisette Bouvier qui nous a beaucoup aidé, qui organise toute l'organisation, qui fait concours à l'organisation matérielle de toutes ces journées, qui s'est impliquée dès le début. Les enjeux, c'est un travail collectif. Cette dimension collective, cette dimension d'ouvrage collectif est très importante. D'ouvrage collectif est très importante pour nous. C'est l'expression des idées qui fusent au cours des réunions du conseil d'administration, de notre dialogue avec les écrivains, avec les adhérents. Voilà. Je remercie évidemment tous ceux qui ont participé à l'organisation. Je remercie Madame Florence Delay de l'Académie française qui a bien voulu ouvrir cette session. Et je vous souhaite donc de bons enjeux. Et moi-même, je vais prendre le plus grand intérêt à écouter tout ce qui sera dit. Bonne session. Oui, je suis là parce que c'est moi qui ai proposé cette idée. C'est bon ça ? C'est moi qui ai proposé cette idée de thème. Et voilà, et maintenant, il faut que je m'explique aux pensées d'une affaire. Donc on va essayer de vous dire 2 mots de ce thème en 3 petits paragraphes. Pourquoi ce thème de la présence des arts dans la littérature et de la littérature comme art ? Pour jouer, comme toujours. Nous écrivons pour voir, mais ça n'est pas pour voir la réalité, ce que d'ailleurs, dont on n'est pas capable tout à fait de dire exactement ce que c'est. Nous écrivons pour voir ce que ça donne d'écrire. Et c'est ça le thème des enjeux. C'est pour regarder le pays fertile. C'est le plaisir d'abord d'aller fréquenter des domaines qui nous troublent intimement, de s'exposer au ravissement, rapt et ravissement, et de fréquenter donc des autres domaines de création qui vont nous provoquer. Visiter un autre art, c'est une façon d'explorer, c'est une façon d'éprouver notre moyen d'expression qu'est le langage, en nous tenant justement sur la limite, sur l'extrême bord. Nous puisons dans les recherches des autres arts des exigences conceptuelles pour la littérature, pour le renouveau de la littérature, l'accord de sa vitalité avec celle de son temps. Et c'est ce que nous cherchons, la vitalité de notre temps. L'autre domaine d'expression joue le rôle de l'autre culture pour l'anthropologue. Nous révéler une autre face de l'homme que nous sommes, plus profondément que ce que notre reflet dans notre propre domaine d'expression nous le laisse croire. Pourquoi ce thème, donc ? Pour voir l'impossible. Qu'est-ce qu'un coup artistique ? Pas un coup médiatique, un coup artistique. C'est une évasion carcérale de l'étroitesse de son propre esprit, de la rigidité de sa propre imagination. C'est une façon de sortir de la bouteille dont les parois invisibles forment notre monde. Nous tentons de les franchir, de créer la turbulence pour voir. De la circulation. Quel mouvement, quelle heure, quelle configuration improbable
peuvent sortir du contact entre deux moyens d'expression. Quelle convocation! C'est par là que nous cherchons du nouveau, non pas du nouveau de présentoir, du nouveau en nous-mêmes, de la fraîcheur dans notre art. Ce qui a été conçu dans un autre art nous révèle ce que nous ne faisons encore qu'entrevoir pour tenter de concevoir, ce dont nous ignorons encore la figure dans notre propre moyen d'expression. Et puis, dernière justification, peut-être, un espoir. Pourquoi ce thème ? Parce que dépayser le littéraire, dépayser l'écrivain, dépayser le poète, c'est peut-être aussi dépayser le lecteur. Situer la littérature, les œuvres littéraires parmi les œuvres d'art, c'est lire la littérature autrement. C'est regarder le texte pour lui-même. Regarder comment il fait se produire le langage, comment il le fait agir. Regarder le texte comme une œuvre artistique, un monde à visiter, à explorer, à découvrir, et pas regarder à travers le texte, pour y reconnaître des idées, pour y reconnaître le reflet de cette supposée réalité, si possible sociale. Mais que faire ? Que faire pour sauver de ce laminage de la tentative littéraire à la minceur d'une surface réfléchissante ? Eh bien, les enjeux. Et reprendre à notre compte cette sortie de Tadeusz Kantor. Ce que je fais, c'est artistique. Ça n'est pas scolaire. Ça n'est pas académique. J'ajoute, ça n'est pas journalistique. Ça n'est pas historiographique. C'est artistique. Et redire avec Kantor, l'art n'est pas un reflet ni une transposition de la réalité, c'est une réponse à la réalité. Bonsoir, je suis doublement heureux d'être accueilli ici au Centre Pompidou avec nos amis de l'AMEL par Jean-Max Collard qui est chargé du service de la parole dans cet établissement. Il est complice de nos enjeux, il a participé plusieurs fois. Ça conforte notre partenariat avec ce lieu où les arts se croisent et se confortent les uns les autres. Mais c'est aussi parce que j'ai eu le plaisir, lorsque nous étions ensemble dans une université de province à Lille avec Jean-Max, de suivre ses travaux sur la littérature hors du livre, depuis la scénarisation des expositions, les happenings, les jeux d'exhibition textuelle auxquels il s'intéressait. Et finalement, les rencontres qui s'ouvrent aujourd'hui reprennent ces questions, mais inversent le regard. Il s'agit cette fois de découvrir comment la littérature s'empare des arts, comment elle s'en nourrit, comment aussi elle se réinvente à leur contact. Nicole vient de nous le faire entendre. Mais en même temps, c'est la même question, à savoir comment la littérature sort-elle d'elle-même et sortant d'elle-même, comment elle ne cesse de s'ouvrir, de s'inventer, de se réinventer, de se refonder peut-être, et en même temps d'élargir son territoire. Ce long mouvement, par où la littérature envisage ainsi son propre matériau, s'inscrit au cœur du langage même, et ce peut-être depuis son origine, au cœur de son histoire et de sa notation. Le langage, en effet, naît d'abord du cri, de la plainte, et des psalmodies, de la douleur, des exultations de la joie. Et il se précise peu à peu en distinguant les sons, en les modulant. Mais en les différenciant, ces sons, en les modulant, il prend peu à peu distance avec l'origine émotionnelle qui était la sienne. Finalement, pour mieux exprimer l'émotion, je dirais qu'il s'en éloigne. Et de même, l'écriture provient du dessin. Elle s'invente en pictogrammes sur les tablettes de Sumer avant de se systématiser de manière cunéiforme dans des tracés plus abstraits. Les hiéroglyphes égyptiens, les idéogrammes chinois sont aussi d'abord des dessins et commence ensuite une sorte de long processus d'abstraction par lequel les signes s'extraient peu à peu de la chose qu'ils désignent.
eux aussi, finalement, pour mieux dire cette chose, ils s'en éloignent. Finalement, l'histoire de l'écriture est ainsi l'histoire d'une perte de contact avec l'origine, un éloignement paradoxal envers ce qui, pourtant, a suscité l'expression. On pourrait dire que le kratilisme rêvé dans ce fameux texte de Platon dégénère peu à peu en une irrémédiable conscience de l'arbitraire du signe. Et dès lors, dans ces formes artistiques, il semble que le langage artiste, lui, n'ait eu de cesse que de retrouver ce qu'il avait abandonné au cours de ce long processus. Ut pictura poiesis, qu'il en soit de la poésie comme de la peinture, cette formule d'Horace, les rhétoriciens de la Renaissance en ont fait un adage, et de lui sont nées des formes rhétoriques, l'ekphrasis, l'allusion, le portrait, la scène, où le texte transpose ce qu'il voit et rivalise avec ce qu'il apprend dans un tableau. Rivalise, c'est bien le problème en fait. Durant 2 siècles, sinon 3, il s'est agi de débattre de la hiérarchie des arts. Dans le songe de Polymathe, Phélibien affronte la peinture à la poésie, sa sœur rivale. La Fontaine se désole dans un de ses contes de l'insuffisance du verbe. La peinture déchait dans ma description. Les mots et les couleurs ne sont choses pareilles, ni les yeux ne sont des oreilles. Il faut dire que c'est dans un conte grivois qui s'appelle Le Tableau, donc que le poète aurait sans doute préféré donner à voir ce qu'il ne peut là que décrire. Mais ça continue, et Lessing, dans le Laocoon par exemple, essaye d'établir les limites respectives de la poésie et de la peinture, et tranche que chaque art a son but, ses moyens, ses effets, son support, et que ce qui réussira dans la pratique d'un art échouera dans un autre. Chaque art tente alors de représenter, de commenter l'autre, peut-être de s'accorder un surplomb sur l'autre, depuis la liseuse de Fragonard qui montre une jeune femme en train de lire, jusqu'au salon de Diderot qui commente la peinture, de s'octroyer donc un point de vue sur l'autre dans une sorte de rivalité maintenue. Et si le romantisme semble enfin réunir les arts sous l'égide d'une même sensibilité, il ne continue pas moins d'en séparer les pratiques, à l'image de Corinne, de Madame de Staël, convaincue, je cite, que l'empiètement d'un art sur un autre leur nuisait mutuellement. La sculpture perd les avantages qui lui sont particuliers, dit-elle encore, quand elle aspire au groupe de la peinture. La peinture quand elle veut atteindre l'expression dramatique. Les arts sont bornés dans leurs moyens, quoique sans bornes dans leurs effets. Le réalisme ne fera pas mieux. Du chef-d'œuvre inconnu de Balzac à l'œuvre de Zola, le roman continue de vouloir rendre compte de l'art et du tourment des artistes, mais ne s'en nourrit pas vraiment. C'est finalement le symbolisme et la modernité baudelairienne qui remettent de la correspondance entre les arts, et on le sait bien, les sons dès lors et les couleurs se répondent. L'invention du poème en prose, d'ailleurs, emprunte largement autant au croquis de Constantin Guis qu'au Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand. Et à la fin du siècle, sous l'impulsion de Verlaine, la poésie renoue avec la musique et pour cela préfère l'impair. Rimbaud donne des couleurs aux voyelles. Mallarmé jette des mots erratiques sur la page de son coup de dé. Le dessin n'est plus très loin. Art d'un temps linéaire, la littérature alors conquiert l'espace. Les calligrammes d'Apollinaire font figure avec le poème, comme déjà le faisait d'ailleurs la dive bouteille de Rabelais qu'on avait un peu oubliée en cours de route. La typographie, dont Reverdy est à la fois l'ouvrier et le poète, travaille le corps et la disposition et la forme des lettres dans la page, mots isolés, blanc et noir. L'imagination se débride, les échanges se multiplient, on parle alors de poésie cubiste, de mots en liberté, de musique verbale, de poésie du souffle. On entend lourdes sonates de Schwitters ou Caravane, proférée par Hugo Ball. Voilà ce que ça donne. Caravane. L'olifanto bambla. Logobon, bilagobon, bosofadaka. Bon, vous avez vu, le poète s'est lui-même déguisé en tableau cubiste,
et il anime les mots de son texte. Alors, il serait trop long d'évoquer cette espèce d'effervescence prodigieuse des avant-gardes, depuis les multiples variations de poésure et peintrique, comme disait Schwitters, jusqu'au lettrisme d'Isidore Isou, ou encore au logogramme de Christian d'Autremont, au théâtre de bouche de Gerasim Luca, à la poésie sonore de Bernard Heidsieck, à la poésie-action de Serge Pey, à la langue apocopée du livre de Guyotat. Et évidemment, mon énumération est loin d'être exhaustive. Il faudra évoquer aussi l'intrusion de la chorégraphie dans le texte avec Quad de Beckett, ou encore de Beckett toujours, cette intrusion de la vidéo dans Not I, que je vais essayer de vous lancer. Cet extrait en anglais. Unheard of, he having vanished, thin air, no sooner buttoned up his breeches. She similarly, 8 months later, almost at the tick. So no love, spared that. No love such as normally vented on the speechless infant in the home. No, nor indeed for that matter, any of any kind. No love of any kind at any subsequent stage. So, typical affair, nothing of any note till coming up to 60. Ah, c'est un extrait. Il serait trop long d'évoquer tout ça, mais il s'agit à chaque fois d'essayer peut-être de comprendre ce qui se passe dans ces entreprises. Clément Greenberg considère que chaque art alors tente d'interroger son propre matériau. Il me semble que beaucoup plus encore, chaque art essaye d'excéder ses propres limites, en fait de s'affranchir de ses contraintes naturelles, de ses contraintes fonctionnelles pour aller ailleurs, pour voir ailleurs ce qu'il peut encore produire. Installer par exemple de la vitesse en peinture, comme les futuristes qui s'y essaient, en cherchant à désimmobiliser l'image fixe de leur tableau et à superposer plusieurs figures. De même en littérature, il s'agit de délinéariser le texte, comme, je prends un exemple parmi tant d'autres, dans ce grand graphe. C'est un texte que Hubert Lucot a écrit sur un grand papier de 12 mètres carrés, avec la possibilité de lire à la fois, de lire dans le désordre différents passages. Or, cette question, pour s'arrêter à celle-ci, qui est celle de la simultanéité, préoccupe ensemble les poètes et les peintres, et elle répond au désir formulé par Gide dans les nourritures terrestres à la fin du XIXe siècle. Si nos sensations, en effet, sont multiples, si elles sont éprouvées ensemble, pourquoi le texte est-il astreint à ne pouvoir les développer que successivement? Dans un tel transfert, en effet, quelque chose se perd. Il y a toujours du manque, il y a toujours du reste, il y a toujours quelque chose qui échappe à ce que le texte voudrait essayer de retenir. Mais comment donner à lire 2 textes à la fois, ou plus encore, comment produire plusieurs phrases d'un même élan et ne pas les laisser lire seulement l'une après l'autre? Comment faire entendre cela? Quelle architecture inventée pour ça? Comment faire danser le texte? Finalement, ce sont les questions que les avant-gardes n'ont cessé de se poser tout au long du XXe siècle. À y bien réfléchir, il me semble que ces multiples entreprises cherchent toujours à retrouver une sorte de mouvement premier. Étymologiquement, mouvement premier, c'est l'émotion, c'est ce qui met en mouvement. Le cri ou la plainte dont je parlais tout à l'heure, la psalmodie ou l'explosion verbale. C'est-à-dire tout ce qui suscite l'expression, mais qui s'est perdu dans ce qui exprime l'émotion. Car effectivement, ce qui s'éprouve ne se conçoit pas si bien que ça et s'exprime encore moins clairement. Sauf qu'à privilégier le son, la dispersion graphique, comme on en a vu quelques exemples, l'hybridation forcenée des formes artistes, c'est le sens, cette fois, qui s'est un peu perdu à la faveur de la sidération qu'il provoque. Il y a un effet de sidération quand on entend Hugo Ball ou quand on voit Not I de Beckett. Or, être sidéré, depuis le XVIIIe siècle, ça signifie endurer l'anéantissement subi des forces vitales. L'œuvre fait effet dans sa mise en spectacle, elle surprend, elle impressionne, mais elle peine à préciser et à approfondir. Les avant-gardes sont comme prises dans cette aporie qui leur fait perdre le sens au seuil même de la sidération qu'elles produisent. Alors notre question dans ces jours qui s'ouvrent, c'est qu'en est-il désormais? Est-ce que cette fièvre exploratoire s'est épuisée? Est-ce que les littératures contemporaines, moins intransitives, comme on le dit souvent, plus soucieuses de s'accorder une certaine prise sur le monde, plus préoccupées peut-être de ne plus perdre l'expression dans l'expérimentation, est-ce que ces littératures se seraient assagies? Est-ce qu'elles se sont repliées dans le texte ou dans le livre? Dans le livre, certes pas.
elles en sortent au contraire, et on le disait en évoquant le travail de Jean-Max Collard tout à l'heure. Et dans le texte, que se passe-t-il? Que sont-elles devenues aujourd'hui, ces hybridations, ces porosités? Je crois que les œuvres contemporaines sont certes moins provocatrices et sans doute aussi moins spectaculaires que ne le furent les avant-gardes, mais elles ne demeurent pas moins accueillantes à toutes sortes d'influences. Sauf que ces influences sont aujourd'hui plus subtiles, plus diffuses aussi, plus inquiètes peut-être de ce qui peut se dire et se comprendre. Elles sont, me semble-t-il, soucieuses d'introduire un autre partage du sens et du sensible. Comme dans cette plainte, par exemple, figurée en lettres, une série de A, dans un tableau du peintre italien Gastone Novelli en 1960, que Claude Simon a repris textuellement dans son livre Le Jardin des plantes en 1997, en superposant ainsi à la douleur du narrateur qui tient la parole à ce moment-là, la mémoire de Dachau où le peintre fut déporté. On voit que c'est la lettre qui infuse dans le tableau et le tableau qui ensuite se diffuse dans le livre, dans une sorte de fusion des arts qui produit une profusion du sens, beaucoup moins qu'une perte. Alors nous verrons au cours de ces journées comment cela se joue aujourd'hui dans nombre d'œuvres contemporaines, et dès ce soir comment Florence Delay mêle art et littérature, comment Villamatas se porte à la rencontre de Barcello dans le film d'Émilie Manzano. Nous entendrons dans les jours qui viennent comment les mots s'imagent dans les livres, traversés qu'ils sont de cinéma, avec Céline Minard, avec Bertrand Mandico ou Didier Blonde, avec Eugène Green ou Damien Manivelle, comment ils se font ciné-poèmes avec Pierre Alféry ou Jeux d'optique avec Suzanne Doppelt, comment ils s'ellipsent dans le minimalisme d'Yves Ravet ou s'écrivent pour voir, selon un titre de Marilyn Desbioles. Comment aussi ils se phrasent et s'espacent en reprise de chansons avec Yves Charnet, en jazzerie jazzique avec Enzo Cormand, en ballade avec Thomas Giraud ou Thomas Sandow, en oratorio avec Laurence Cosset, en slam avec Marc-Alexandre Obambé. À l'espace sonore ainsi retraversé s'ajoute aussi l'espace construit, l'événement filmé dans des architectures et des vidéos qui inspirent Fanny Taillandier. Samedi, enfin, nous reviendrons au temps, matière de la littérature si on en croit Proust, mais saisi cette fois par le truchement de ce que l'art fait à la littérature, pour parler comme Jérôme Gamme, de ce que la photographie fait au texte avec Jean-Loup Trassard ou Marc Blanchet, dans ses peintures et poésies qui s'obstinent en série et en découpe chez Titus Carmel, ou dans l'infinie méditation du paysage que Nicolas Pesquès, installé devant la face nord de Julio, semble emprunter à Cézanne devant la Sainte-Victoire. La peinture aussi se narrativise sous la plume de Jean Frémont ou sous le pinceau de Jean Le Gac. Avec Frédéric Pajac, enfin, j'interrogerai l'étonnant accord décalé que ces livres instaurent entre les textes et les dessins. Je n'ai pas cité tout le monde, que les écrivains et artistes me pardonnent, ma liste n'est pas exhaustive, leur richesse est trop nombreuse, je ne veux pas être trop long. Mais juste peut-être proposer un petit mot de conclusion. Les avant-gardes, je crois, ont bousculé un monde qui était trop sûr de ses classements et de ses convictions, un monde qui sortait de l'encyclopédie, du réalisme, du positivisme. Elles ont fracturé une culture qui était régie par la norme. Et ce qu'elles ont gagné en extension, en illimitation des formes, il me semble, dans le monde actuel, qui est moins sûr, lui, de ses prérogatives, et plus bousculé par son histoire récente, que la littérature le convertit en attention et peut-être en approfondissement. La surface, en effet, ne suffit plus, le spectacle et la provocation non plus, ils ont été récupérés par le marché, par le commerce, et l'art et la littérature ne sauraient s'en satisfaire. Aussi instruisent-ils, dans leur nouveau partage, le procès des gratuités contemporaines. Il ne s'agit plus aujourd'hui de sidérer, mais de désidérer, de déconstruire les emprises et les fascinations. C'est cela peut-être que les arts désormais infusent à la littérature, l'amplitude et l'approfondissement, l'émotion et la lucidité. Une meilleure attention en somme. Non plus donc sidérer, mais considérer, regarder mieux, reprendre en compte, prendre en compte. Quant à ce mot que j'invente à l'instant, désidérer, en fait je le retrouve, c'est en latin desiderare, qui donne, vous le savez, le verbe désirer. Désidérer, c'est l'étymologie du désir, un désir auquel art et littérature nous invitent ensemble et auquel nous vous invitons pendant ces 4 jours. Merci à vous.